Bonsoir à tous. Je pense que nous pouvons commencer notre rencontre. Bienvenue pour cette rencontre de début d'année sur la plateforme virtuelle Aîné. Oui, on est un petit peu lent parfois. Et je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux ce soir. Et je comprends pourquoi vous êtes aussi nombreux, parce que nous avons la grande chance de consacrer cette soirée à Marie-Michel, que beaucoup de nous connaissent. Avant tout parce qu'elle a participé à une des toutes premières rencontres lorsque nous avions parlé des vitraux, où elle avait participé à la création de ces vitraux. Et aussi parce qu'en fait, elle est une des pionnières de cette plateforme culturelle. Il faut dire que nous avons été inspirés pour réaliser cette plateforme de tout le travail culturel que Marie-Michel a fait pendant des années à Paris. Donc, c'est en fait, en quelque sorte, pouvoir un petit peu mettre un peu de lumière sur son parcours à elle, sur les raisons de ses choix artistiques, et pour la connaître mieux, parce que peut-être que certains la connaissent comme amie, et aujourd'hui, on va pouvoir la connaître aussi comme artiste et aussi comme laïque consacrée. Je pense qu'on va essayer de ce puzzle faire quelque chose d'unique. Alors, je vais poser quelques questions au début et puis j'espère avec l'aide après. Donc, Quoi? dirige un centre culturel. Bah, c'est parce que t'es pas en place. Et j'espère avec l'aide de Marie-Agnès aussi, nous allons pouvoir poser certaines questions à Marie-Michel. Alors, Marie-Michel, au début, nous voudrions comprendre un petit peu ton parcours, bien sûr. Avant de commencer par ton parcours artistique, je voudrais comprendre un petit peu plus ta propre histoire, en fait. Dans les années 68, mai 68, tu es encore toute jeune, pleine d'énergie. Tu participes à la révolte étudiante. Toi aussi, tu veux changer le monde. Tu as un immense désir de justice sociale. Voilà, et tu t'impliques dans les manifestations. Alors, je voulais comprendre un petit peu ce qui t'avait poussé toi-même au début à participer à ces mouvements de révolte étudiante. Quel était ton désir de fond? Pour comprendre après, justement, comment après cela se réalise, tu passes à l'art. Mais commençons par pourquoi tu participes à ces mouvements de mai 68. Tu dois ouvrir ton microphone aussi. Ah non, mais c'est le micro. Bonsoir à tous. Bon, alors j'ai participé, j'avais 22 ans en mai 68 et j'étais déjà étudiante. Et je dois dire que mai 68 s'était préparé les 2 années précédentes par beaucoup de rencontres entre les différentes écoles d'art. Et il y avait, je dirais que mai 68 pour moi et pour beaucoup, ça a été plus qu'une révolte sociale, ça a d'abord été une révolte de la parole, d'avoir droit à la parole et de choses qui pouvaient remonter on pourrait dire, de la base. Les écoles d'art à ce moment-là étaient très divisées, très hiérarchisées et n'avaient pas beaucoup de réflexion propre, ce qui a été favorisé par les 2 années qui ont précédé entre les différentes écoles d'art. C'est la première fois qu'il y avait des réunions organisées avec toutes les réunions, toutes les écoles d'art. Et je dois dire qu'il ne faut pas être trop naïf. Il y avait des mouvements politiques derrière qui tiraient les ficelles et qui manipulaient ça. Mais je dirais, ça nous était un peu égal, hein, parce qu'on profitait bien de l'affaire. Je crois qu'il y avait à ce moment-là une grande remise en question de ce qu'on faisait, c'est-à-dire par exemple, de faire de la peinture. C'est en ce sens que je dis que ça a été aussi assez manipulé, c'est-à-dire qu'il y a eu un très fort courant très idéologique. Et moi, j'ai plongé à fond là-dedans. Il y avait une remise en question, pourquoi l'art, à quoi ça sert, à qui ça sert, et un peu le contexte bourgeois. Si c'est pour faire de la peinture, pour mettre dans les salons bourgeois, c'est pas ce qu'on veut en fait. L'art, ça ne devrait pas être ça.
Moi, à ce moment-là, j'ai pensé faire du cinéma. J'avais obtenu de l'école où j'étais une année d'études supplémentaires pour faire une formation en cinéma parce que je pensais justement que le cinéma, c'était beaucoup plus démocratique, beaucoup plus populaire. Mais en fait, je me suis lourdement trompée. C'est-à-dire que quand j'ai commencé d'essayer d'en faire, je me suis aperçue que j'avais une frousse bleue des caméras, que ça m'intéressait absolument pas ce qu'il y avait dedans, que j'étais pas très à l'aise pour passer des heures et des heures enfermée dans les salles de montage. J'étais pas claustrophobe, mais un petit peu. Après, surtout, je crois que la chose principale, c'est que quand on travaille au minimum pour faire du cinéma, il faut au minimum être 3 personnes, hein. Quelqu'un qui prend le son, quelqu'un qui tient la caméra, l'éclairage, bon, enfin. Et en fait, il faut beaucoup expliquer ce qu'on veut faire. Donc, il faut beaucoup parler avant de tout ce qu'on cherche. Et moi, plus j'en parlais, plus j'avais l'impression que c'était comme une glace qui fondait au soleil, que ça n'avait plus aucun intérêt. Enfin, j'étais pas bien du tout avec ça. Donc, en fait, le résultat, après beaucoup de méandres que je vous passe, c'est que, en fait, je me suis mis à faire quelque chose qui était bien pire que la peinture. Je me suis mise à faire de la sculpture. Mais après coup, j'ai compris que, en fait, la chose qui m'apportait, la peinture, c'est quelque chose en 2 dimensions, c'est plat. Et on cherche toujours dans la peinture un espace, c'est-à-dire on cherche une profondeur, on cherche un espace. C'est-à-dire on cherche aussi la lumière, mais on cherche un espace. Et dans la sculpture, il faut que la sculpture existe de tous les côtés, elle existe dans l'espace. Donc j'ai eu un petit peu cette possibilité de traverser la toile en faisant de la sculpture et en renonçant au cinéma. Tu as dit une chose importante au début, tu as parlé des courants idéologiques de mai 68. Toi, tu es resté dans cette idéologie. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser une certaine idéologie? Mais d'abord, bon, je ne suis pas arrivée uniquement par les courants qui animaient toutes ces écoles d'art. Je faisais aussi partie de la GIEC, de l'équipe GIEC Prépa, des fraternités de Foucault. C'est-à-dire j'avais aussi un très très fort lien avec beaucoup d'étudiants de grandes écoles et ça m'avait énormément enrichi parce que je rencontrais des gens qui avaient des projets, par exemple, tous les gens qui faisaient l'agro, ils partaient au tiers-monde, ils faisaient des choses fabuleuses. Il y avait ceux qui étaient à Polytechnique, il y avait ceux qui étaient à Normal Sup, etc. Enfin, tous ces gens avaient des projets de vie avec une grande clarté du rôle de ce qu'ils pouvaient faire. Donc ça alimentait à la fois beaucoup le désir social qui m'est aussi venu de ma famille, de mes parents, de mon éducation, mais aussi de tout ce contexte-là et en même temps avec un grand point d'interrogation, c'est-à-dire, par exemple, moi j'étais souvent déconcertée par les gens qui partaient comme ça au tiers-monde et qui ne connaissaient pas du tout la culture du pays où ils allaient, qui se posaient pas beaucoup de questions. Enfin, j'avais cette impression, peut-être je me trompais. Et puis, moi aussi, même en 68, par exemple, j'ai monté tout un projet avant pour partir en Afrique. Et puis, évidemment, dès le mois de mars, on a laissé tout ça parce que c'était bien plus important ce qui se passe à Paris. Mais il y avait un peu cette question, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Enfin, bon, j'avais trouvé quelque chose qui était lié à l'enseignement, mais moi, j'avais toujours un peu l'impression que de ne pas être au top, quoi, avec tout ça. Je te pose une question que je Je voulais ne sais faire à pas la… si j'ai bien répondu, en fait. Non, je te continue sur ce que tu viens de dire maintenant, hein. Je te pose une question que je voulais faire à la fin, mais je la fais directement. Tu as dit que la peinture, 2 dimensions, que tu cherches la profondeur, l'espace, la sculpture permet l'espace. Mais ce n'est pas un leurre, quelque part, ça aussi, de penser que, que l'espace est quelque chose lié à la dimension physique,
Je veux dire, toi, par exemple, maintenant, tu n'as plus les capacités de quand tu avais 20 ans. Tu n'as plus les capacités de travailler, de t'exprimer autant. Il y a des dimensions dans ta personne qui viennent moindre. Est-ce que ça veut dire pour cela que vient moindre aussi ta, 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 ta conception des choses, ta conscience dans les choses que tu fais? Non, je crois que, enfin, si tu veux, peut-être je me suis mal exprimée, mais la sculpture, même si c'est grand comme une boîte d'allumettes, c'est en 3 dimensions. Et quand tu l'as fait, même si tu fais une petite maquette très petite, tu l'as fait bouger devant toi ou toi tu tournes autour. Et ce qui est passionnant, c'est que en fait ça change, et il faut que ça tienne de tous les côtés. Et en ce sens-là, si tu veux, c'était un peu lié à quelque chose qui avait à voir avec ce qui m'avait attiré dans le cinéma. Dans le cinéma, tu te déplaces, mais je veux dire, c'est physique, hein, c'est très, très simple, hein. C'est le fait qu'on bouge dans l'espace et on voit les choses dans l'espace. Alors, Et raconte. c'est matériel en même temps. Voilà. Alors, nous, on s'imagine un sculpteur. Alors, on te voit avec ces gros blocs de pierre devant lesquels tu dois te trouver. Je voudrais comprendre un petit peu quel est le cheminement que tu fais toi-même. Euh, alors, bien sûr, il y a la maquette avant, mais je voudrais que tu nous racontes un petit peu ce que ça veut dire pour toi de te retrouver devant un immense bloc de pierre. Et après, on a vu juste avant la rencontre tous ces hôtels, en quoi cette pierre se transforme en quelque sorte, hein. Donc, je voudrais comprendre un petit peu le parcours que toi tu fais, ce parcours de la création, on va dire. Alors, moi, je dirais que mon parcours, il a été d'une certaine façon pas à pas. Il est parti aussi de mes limites et il n'a pas été programmé, si tu veux. Ça n'a pas été, j'avais pas des plans de carrière pour dire les choses. C'est-à-dire que je me suis trouvée assez mal à l'aise, assez incapable de faire tout ce qu'il faut faire pour déboucher dans une galerie. Bon, je m'y prenais pas bien, bon. Ensuite, il s'est passé aussi parce que ma vie est tricotée entre le travail artistique et le chemin de vocation que j'ai eu, qui m'a fait entrer chez les Mémorès. Et donc, j'ai commencé d'avoir ces liens-là. Et il s'est trouvé que à ce moment-là, par exemple, beaucoup de gens aux Beaux-Arts, on essayait de faire des 1%. C'est-à-dire que dans l'architecture, il y a 1% du budget qui est consacré à une œuvre d'art. Alors, ça permet de réaliser, si tu veux, parce que la sculpture coûte cher. Alors, il y avait un peu cette idée déjà, dans l'architecture, on peut, d'abord, le contexte de l'architecture, ça me plaisait beaucoup. Et puis, ça peut permettre de faire des choses où le coût de la sculpture n'est pas hors proportion, où la sculpture est dans la vie des gens et où on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas se permettre de faire avec ses propres moyens. Quand je suis rentrée chez les Mémorès, il y avait, je me suis beaucoup liée avec une amie architecte et je lui ai dit, bah, tu sais, moi j'aimerais bien travailler avec des architectes. Puis les choses sont restées là. Puis après, il s'est trouvé que un ami italien m'a proposé un concours pour un monument à la Résistance. J'ai fait ça, vous savez, un peu comme on fait la dissertation, quoi. Il faut rendre sa copie. Et puis 3 mois après, j'ai eu en fait, je l'avais gagné ce concours. Alors j'ai fait ce. Alors là, bon, pour la première fois, je me suis à Noël, j'étais voir. À Noël, j'étais voir le chantier et il y avait de la brume, c'était en brillance, enfin tout ce qu'il y a pour avoir qu'une envie, c'est de partir dans le sens inverse. Et il y avait ce bloc de granit qui mesurait 3 mètres de haut, 1,50 m. Bon. Mais bon, finalement, j'ai dit, bon, relevons le défi. Alors, j'ai jonglé avec les vacances scolaires. On a fait ce monument.
j'avais demandé l'aide d'un ami qui travaillait beaucoup la pierre, qui m'a beaucoup appris. Et il se trouve que l'amie architecte que j'ai vue à ce moment-là à Milan, elle travaillait à un autre architecte sur la réalisation d'une église. Elle a dit à Gabriel, ben, on pourrait demander à Marc Michel de faire l'hôtel. Et les choses sont parties comme ça. Parce que, en fait, en travaillant dans ce contexte-là, on travaille sur un chantier. Donc, une pierre, par exemple, si ça fait un bloc de pierre, vous pouvez tous vous apercevoir, si ça fait plus de 20-30 cm, vous commencez d'avoir du mal à le bouger. Alors, si vous voulez faire quelque chose un peu grand, il faut être sur un chantier où il y a des ponts, des grues, des gens qui vous aident à bouger tout ça. Et puis, le matériel qu'il faut pour travailler. Et puis, il faut aussi avoir une commande, parce qu'on sinon on ne peut pas s'offrir ça. Et puis après, quand c'est pour l'architecture, en plus si c'est pour une église, on peut dire « je veux une belle pierre ». Donc on peut choisir une belle pierre. Parce qu'on peut dire, voilà, c'est important, ça va rester, il faut que ce soit bon. Donc, tout bénéfice, on pourrait dire. Et puis après, vous faites un chantier. Alors au début, c'est assez amusant parce que vous vous trouvez dans un milieu d'ouvriers, de techniciens, vous rencontrez des gens formidables. En même temps, c'est assez masculin. Moi, je profitais du fait que j'étais étrangère. Alors, je pouvais me permettre des choses que peut-être moins facilement une fille italienne aurait pu se permettre, quoique, bon, ça se discute. On regarde ce qui se passe, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'elle va faire. Puis une fois qu'on a fait quelque chose, le chantier suivant, il vous aide. Et puis le troisième chantier, il ne ferait pas votre place, mais ils finissent tout. Bon, les rapports changent beaucoup. Et c'est assez important parce que en fait, on fait des choses avec d'autres, on a besoin d'autres pour réaliser. Bon, je ne sais pas si tu vois à peu près comment ça se passe. Oui, en fait, chaque phrase que tu dis, j'aurais envie de te poser une question, mais alors on ne termine pas ce soir. Par exemple, tu as parlé des Memores Domini. Tu nous en as parlé maintenant comme si c'était des rencontres qui t'ont permis de trouver du travail. Alors, je ne pense pas que ce soit seulement ça. Alors justement, Non, non, pas qu'est-ce du tout. que, Pas alors du tout. qu'est-ce que t'a apporté justement ta vocation de Memores Domini comme regard nouveau sur ton travail ou sur toi-même? C'est-à-dire qu'en même temps, tu me parlais tout à l'heure de 68. À ce moment-là, j'ai fait allusion aux fraternités de Foucault. Et puis, j'ai commencé à ce moment-là aussi, en 68, on parlait beaucoup, et dans les fraternités, d'une vie communautaire. Et j'ai commencé de chercher ça, d'habiter avec d'autres. Et puis, chemin faisant, progressivement, pour moi, j'ai eu la conscience que ce n'était pas comme ça en attendant autre chose, que c'était quelque chose que je voulais pour ma vie. Et progressivement, je me suis dit, bon, j'avançais, je ne raconte pas un peu toutes les tribulations de cette aventure, mais je me suis dit, dans l'Église, en fait, ce que je cherche, ça s'appelle la vie religieuse. Alors, j'ai commencé d'aller chercher des couvents, puis ça se passait assez mal, c'est-à-dire que inconsciemment, je cherchais où pourrait être, quand j'allais dans un monastère, où pourrait être l'atelier. Alors, je me rendais compte que c'était ridicule. Puis, quand vous voulez rentrer dans la vie religieuse, les sœurs vous disent, tout ton temps libre, tu viens. Mais moi, je faisais plein de choses avec des communautés qui me passionnaient. Je ne voyais pas pourquoi aller rien faire dans un monastère. En fait, j'avais rien envie de lâcher. Rien. Alors, ça a galéré un peu d'années. Et puis, ensuite, bon, ça a été surtout un déclic avec Angelo Scola, qui venait très souvent à Paris et qui m'a dit, mais tu sais ce que tu cherches, tu n'as pas vérifié ta vocation, il faut que tu continues de chercher. Alors là, j'étais, c'est comme affreux, hein,
je ne pouvais pas rester. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je travaille, je suis là, je ne vais pas me mettre à courir le monde pour savoir où est ma vocation. Alors, comme j'ai insisté, il m'a dit, écoute, tout ce que tu dis, ça correspond tout à fait à la vocation du groupe adulte en Italie, il faut que tu ailles voir ton Juice. Alors moi, je dis, mais j'ai aucune raison d'aller vivre en Italie. Et il m'a dit, du tac au tac, mais justement, c'est une vocation qui doit grandir là où elle est née. Pas d'obstacle. Donc, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans le groupe adulte. Donc, j'ai été voir ton Juice et puis voilà, je me suis embarquée dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là, c'est une vocation laïque de gens qui travaillent et qui font tous les métiers. Il n'y a pas que des artistes. Moi, je ne voulais pas être qu'avec des artistes, comme je n'aurais pas voulu être qu'avec des profs, comme je n'aurais pas voulu être qu'avec des infirmières ou je ne sais pas quoi, ou des femmes. Donc, c'était pour moi très important qu'il y ait ce mélange, c'est-à-dire qu'on se trouve d'emblée avec des gens qui étaient aussi bien secrétaire, employé, balayeur à la limite. Bon, moi j'ai connu aussi quelqu'un qui faisait les tickets à l'autoroute. Et puis des gens, bon, dans le mouvement, il y en a même un qui était à la région Lombardie, des gens qui avaient des grosses responsabilités politiques ou chefs d'entreprise. Les premières personnes que j'ai connues, et les premières, c'était Santé Bagnoli qui a fondé une maison d'édition, Giacomo Contri qui travaillait, qui traduisait tout Lacan en italien. Il y avait Roby Ronza qui crée des mouvements coopératifs. Bon, il y avait autant des gens qui faisaient du théâtre que des gens. Bon, et ça, c'est une initiative, une richesse créative qui me plaisait beaucoup. Et le travail était déterminant, était central. Ce qui est dans la vie, il faut travailler pour gagner sa vie déjà. Alors que souvent, par exemple, ce qui ne me mettait pas complètement à l'aise dans les monastères, c'est qu'on ne comprend pas très bien où passe l'argent, comment ça se passe, de quoi ils vivent, comment ils vivent. Bon, enfin, ce n'est pas très transparent. Alors, ce fait de gagner sa vie, le fait que le travail, c'est fondamental dans le monde dans lequel on est, c'est une réalité. Moi, je dirais aussi qu'il y avait autre chose, c'est-à-dire, par exemple, mon père, c'était un ouvrier artisan, mais c'est quelqu'un qui avait un goût du travail bien fait, de la beauté du travail. Et ça, moi, je l'ai vécu et je l'ai retrouvé après sur les chantiers. C'est-à-dire qu'il y avait toutes ces dimensions du travail. Et comment alors cette vocation trouvée, qui t'a trouvé, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton approche de l'art, de faire des œuvres d'art, de la sculpture, l'argile? Au début, c'était assez conflictuel, mais même avant de rentrer chez les mémoristes. C'est-à-dire, c'était un peu comme deux absolus, deux fois qui posaient des absolus, dont j'avais l'impression que ça déchirait. C'est-à-dire que, on pourrait dire, pour faire bref, moi, quand j'étais en fraternité, c'était Saint-Paul, on part en mission. Et puis, j'avais une amie qui était artiste, on fait que ça. Bon, c'est aussi une autre religion. Et je me souviens très, très bien que des années après, une fois, Carlo a dit à Paola, qui était à ce moment-là ma référente, elle lui a dit, mais c'est pas elle qui l'a choisi d'être comme elle est, de faire ce qu'elle fait. Il faut qu'elle trouve l'unité entre sa vocation artistique et sa vocation religieuse. Et ça m'est apparu formulé, si tu as beaucoup de choses, en fait, il y a déjà tout un chemin qui s'est fait quand ça rentre dans des mots. Et le fait qu'il l'ait formulé, ça m'a aidé moi-même à prendre beaucoup plus conscience de cette unité que je devais trouver entre les deux. C'est sûr que Don Juan m'avait dit des choses, mais je ne l'avais pas réalisé comme ça. Comment elle s'exprime cette unité? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu fais seulement des thèmes religieux?
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Bon, d'abord parce que, bon, c'est pas parce qu'on flanque l'étiquette le fils prodigue que ça en fait un travail religieux, c'est pas. Mais c'est vrai aussi que, par exemple, là, je vois parmi ceux qui nous écoutent, qu'il y a Lia, qui est une de mes premières amies, des premières personnes d'Italie que j'ai rencontrées. Et une fois, elle avait dit une chose qui m'est toujours restée. Elle avait dit, mais notre vie lit la Bible et la Bible lit notre vie. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça répond un peu à cette question, mais il y a ce va-et-vient, je ne dirais pas qui est tout le temps, mais avec lequel tu te familiarises tout le temps, tu vois, alors après, il faudrait dire aussi des choses par rapport à la prière, Oui, parce que dans la prière, je ne sais pas encore prier, hein, mais c'est un long apprentissage pour faire silence et pour écouter quelqu'un qui parle dans notre vie, et autre chose que quand on se met à prier, on s'aperçoit que on parle beaucoup soi-même, on se parle à soi-même, et c'est pas si facile que ça de se taire et d'écouter une autre parole qui vient en nous. Et dans le travail artistique, il y a aussi quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est à la fois c'est toi qui fais, mais tu reçois quelque chose que tu fais, mais que tu reçois qui ne vient pas de toi, enfin qui vient en toi, mais qui ne vient pas de toi. Je ne sais pas comment expliquer ça. non. Alors je pense que ça, il faut essayer de le comprendre un petit peu mieux parce que c'est très intéressant pour moi. On a souvent, à mon avis, c'est un peu une question peut-être de langage aussi, ce qu'est le langage. On a un peu souvent l'impression que l'artiste est celui qui s'exprime soi-même, qui s'auto-exprime, oui, qui montre devant tout le monde ce qu'il est et ce en quoi il croit. Euh, Là, tu es en train de nous dire, tu nous as parlé de l'apprentissage du silence, justement, parce que tu disais souvent, on se parle à soi-même. Euh, alors, si j'ai bien compris, découvrir qu'il y a quelqu'un en toi qui te fait naître, bon, je voulais simplement, je pose la question de façon simple, le langage, l'expression, d'où elle naît alors? Elle naît de toi, elle naît d'où elle naît? Elle naît d'une rencontre. C'est-à-dire que se raconter soi-même, on pourrait dire que ce n'est pas très intéressant. En même temps, c'est sûr que ce qu'on cherche chacun, c'est à devenir soi-même. Mais donc, devenir soi-même, c'est se recevoir de quelqu'un d'autre. Alors, je dirais que ce que je désire, c'est que on pourrait, je sais pas, quand tu as une émotion très forte devant quelque chose, c'est quelque chose qui vient, qui te rencontre. Et c'est ça qui va susciter le désir d'une expression. Mais c'est une expression où tu veux essayer de traduire ce que tu as rencontré d'autre que toi. Je ne sais pas, par exemple, une fois, j'étais au Beaux-Arts et il y en a deux qui se bagarraient. Vous savez, comme des jeunes peuvent se battre, mais c'était vraiment le pugilat, hein. Ils s'empoignaient, se bagarraient. Et ça faisait un espèce de nœud. Et je me suis mis à faire plein de coupes de terre, de gens qui se bagarrent. Et à chercher ça. Mais donc, si tu veux, alors progressivement après,
ça rejoint, mais depuis l'origine de l'humanité, il y a Caïn et Abel qui ont commencé comme ça. D'où ça vient cette chose-là? Mais je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est à la fois quelque chose qui compte pour toi, après tu cherches au fur et à mesure que tu le fais, tu t'aperçois de quoi il s'agit pour toi, mais tu ne le sais pas d'emblée au départ, et tu ne peux pas partir de ça. Et après, je me souviens qu'à un certain moment, je me suis arrêtée de faire ces coupes parce que ça devenait des coupes l'amour. Je ne savais plus trop bien comment me dépêtrer de cette affaire-là, que j'ai retrouvé bien après, mais il y a eu un moment où ce truc-là est un obstacle pour moi parce que l'érotisme là-dedans, je ne savais pas quoi en faire. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire certaines, on a vu des photos de certaines de tes œuvres au début de la rencontre. Moi, j'aimerais beaucoup, si c'est possible, d'en projeter certaines, que tu nous les lises justement à travers ce que tu viens de nous dire maintenant, de cette double rencontre. Euh, Est-ce que tu vas en choisir une, par exemple? alors, par exemple, il y a ce crucifix divisé en deux, par exemple, Oui. si on peut le retrouver. Pourquoi le crucifix est divisé en deux? Qu'est-ce que Alors, tu... voilà, c'est une histoire intéressante parce que Tout à fait hasard. c'était pour la chapelle de Venise. Et alors, bon, au début, j'avais eu comme programme de faire l'autel en bon. Ça, je dirais, c'est pas facile, mais je veux dire, quand le patriarche m'a demandé de faire un crucifix, j'étais très inhibée parce qu'un crucifix, on peut prier devant. Un autel, un ambon, c'est pas la même chose. Et j'ai commencé de faire des maquettes et puis je dois dire que je crois que j'en ai fait 5, 6, j'en ai montré au moins 5 ou 6 ou peut-être plus de maquettes et ça ne marchait pas. Et enfin bon, il me poussait à continuer et il m'a même dit à un certain moment, tu n'es pas assez libre. Et c'était vrai. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, ben, tu sais, je suis en train d'en faire une pour moi. Et de fait, j'avais commencé de faire, alors là, en grand, hein, ce crucifix, il doit faire presque 2 mètres de haut. Hein. Alors il m'a dit, ah, ben, fais-moi voir ça. Mais alors là, d'une certaine façon, moi, j'étais partie avec une chose que je voulais très musicale, presque végétale, comme des branches d'arbres. Et je voulais que ça donne presque le sentiment on peut se cacher à l'intérieur. On peut le traverser, on peut bon, c'est un aspect, c'est pas une porte, mais ça bon, pour moi, il y avait tous ces éléments-là et c'était lié au fait que c'est très difficile de tenir ensemble le fait que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. En même temps, c'est un corps qui a une tête, donc il n'y a pas de division dans le visage du Christ, mais en même temps, il n'a pas de visage. Puis j'ai pas réussi à faire les bras parce que je voulais que ce soit très vertical. Dans le sens- J'avais d'ailleurs fait, les bras au départ étaient plus courts et puis le patriarche, il avait du mal avec le fait que j'ai pas fait les bras, alors il m'a demandé de les allonger quand même un tout petit peu. Et après lui, il a eu cette réflexion que pour un artiste, sûrement la chose la pire, ce serait d'avoir les mains coupées. Donc, peut-être ce fait qu'il n'y ait pas de bras, c'est une manière de participer à la crucifixion. Voilà un peu l'histoire de ce crucifix, la petite histoire. Mais il ne faut pas le regarder uniquement avec la petite histoire, il faut que chacun le vive. Alors, on peut voir aussi l'autel de la chapelle, toujours de Venise, du patriarche. Cet autel qui se trouve devant ce crucifix, justement. Oui, J'ai remarqué que beaucoup de tes autels
alors je ne sais pas si c'est parce que la photo est prise de devant, mais ils ont très souvent un peu un aspect trinitaire. Enfin, je trouve. Je ne sais pas s'il y en a, par exemple celui-ci aussi, et c'est très intéressant cet autel qui redescend, comme cette idée de l'incarnation, cette flèche vers le bas, on va dire en quelque sorte. Si on peut montrer cet autel-là maintenant. Si tu pouvais nous commenter un petit peu comment t'es venue cette idée, justement. Alors là, je vois qu'il y a 4 pieds, effectivement. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est la maquette de l'hôtel de Venise. Alors, à chaque fois que je devais travailler dans une église, je partais beaucoup du patron de l'église, enfin, à qui est dédiée cette église, si c'est Saint-Pierre, si c'est Saint-Paul. Bon, quand j'avais demandé à Venise, j'avais pas vraiment eu de réponse, sauf à un moment, Giuliano m'avait dit la vocation de Venise, c'est le rapport entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Donc, moi là, j'étais partie sur cette proposition-là. Il y a deux réalités qui se font face, ils sont complémentaires, mais comme vous voyez, elles se regardent, mais elles ne pourraient pas s'emboîter, elles sont pas, elles se confrontent en même temps, elles ne sont pas identiques. Et la pierre d'autel, en fait, a un relief à l'intérieur, en dessous de croix. C'est-à-dire que c'est cette croix qui les maintient ensemble. Et en fait, il s'est trouvé que après, donc, il fallait transporter toutes ces pierres à Venise, donc il fallait leur faire enjamber les grands canals. Donc, il y avait des questions de poids. Et donc, j'ai été obligée de séparer chaque élément, l'élément de droite et l'élément de gauche, en deux. Donc, en fait, finalement, ça a été fait en 4 blocs, mais sur la maquette, comme j'avais déjà prévu cet encastrement de la croix, c'était assez facile de séparer. Et c'est devenu aussi significatif parce que chaque église elle-même porte une division qu'elle doit réunifier pour lequel elle doit travailler. Donc, enfin, toute l'histoire de cet hôtel, c'est cette recherche d'unité qui ne tient que par la croix qui la maintient. J'ai l'impression, Marie-Michel, que d'un côté, tu as donc cette idée qui te vient, qui naît du saint patron de l'Église, etc. Mais après, tu te laisses emmener par les circonstances, par un problème technique, par le cardinal qui veut autre chose. Tu n'as pas besoin d'affirmer ta propre vision. D'où vient cette liberté? Ben, d'abord, je dirais, tu sais, chaque œuvre, chaque chantier, c'est une histoire. Hein. C'est pas tout fait à l'avance et puis après, on ouvre la boîte et ça sort. Alors, c'est une histoire qui prend du temps. Moi, ma sœur fait du théâtre, je pensais, il y a un côté, c'est comme un spectacle. Hein, tu vois, ça met du temps à s'écrire, ça met du temps à ce que les maquettes viennent, à ce que tu sois convaincu par ce que tu proposes. Et puis après, le chantier est toujours confronté à des choses. Tu penses à chaque chantier apprendre quelque chose que tu sauras pour le coup d'après. Le coup d'après, il y a encore une nouvelle surprise, un nouvel imprévu. Et je dirais, c'est le goût de l'aventure, ça aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai pratiquement tout le temps pu travailler vraiment librement avec des gens. C'est-à-dire qu'il y avait un dialogue avec beaucoup de liberté et de gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné ma liberté. Ce qui n'est pas évident et forcément toujours. Hein. Des fois, il faut que tu arrives à garder le cap, c'est-à-dire il faut accueillir, puisque c'est une commande, il faut, bon, en plus, une église, bon, même si c'est un bâtiment public, c'est quelque chose qui est pour d'autres. Il faut que ces autres, ceux pour qui c'est, ils se l'approprient. Ils vont vivre avec, c'est pour eux.
mais il faut que toi, tu t'y reconnaisses toujours. Faut que tu sois toujours prêt à signer ce que tu accomplis. Je ne sais pas si c'est clair. Tu peux encore nous commenter l'hôtel de la chapelle de Niguarda? J'ai l'impression qu'il est en équilibre très précaire et qu'il va bientôt s'écrouler. Oui. Voilà. Pourquoi ce choix? Maintenant, on va le montrer sur l'écran. C'est dommage parce que d'ailleurs, c'est une photo de la maquette, mais depuis, j'ai Ah, retrouvé des photos réelles, ce qui était plutôt mieux, mais ça fait rien. Donc, il est réalisé maintenant en travertin, c'est-à-dire c'est une pierre un peu couleur ivoire hein, et striée. Alors, bon, là, pareil, j'ai eu quand même beaucoup de chance que ce projet soit accepté, parce que ce n'était pas une belle table rectangulaire sur 3 pieds. Donc, c'était pour un hôpital. Il se trouve que moi, j'ai aussi passé pas mal de temps à l'hôpital, donc c'était un lieu cher et familier. Et l'expérience de l'hôpital, pas uniquement, mais on essaye d'en sortir debout. Je vous raconte tout ça parce que ce qui a fait naître cet assemblage, c'est dans mes études, j'ai fait beaucoup d'anatomie et mon os préféré, c'est le sacrum. Alors, le sacrum, c'est à la base de la colonne vertébrale, c'est-à-dire c'est ce qui porte le squelette. Hein. Et je dirais cette composition-là, elle avait un petit peu cette référence de cette articulation qui va porter tout. Après, je vivais aussi pas mal le fait de proposer quelque chose où on pourrait regarder l'élément central comme protégé par celui du dessous et celui du dessus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une protection et puis il y a une ascension, un petit peu, on passe du premier au deuxième au troisième, donc qui est ce premier mouvement dont je parlais d'être remis sur pied. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui nous coude, ce qui nous cajole, ce qui nous protège, ce qui nous porte et ce qui nous remet sur pied. En plus, moi, je veux dire que ça me plaît énormément de chercher, parce que techniquement, c'est très, très intéressant de chercher des choses comme ça qui vont s'appuyer les unes sur les autres, en même temps respirer, que ce soit quelque chose où les formes ne s'écrasent pas les unes les autres, il y a de l'air qui passe, et en même temps, ça tient bien en équilibre. Où est-ce qu'elle est, là? à l'hôpital À de Niguarda. Niguarda, à l'hôpital de Milan. C'est l'hôpital principal de Milan. Ils ont agrandi cet hôpital, ils ont construit une nouvelle aile. Donc je crois que c'est le portail sud. Alors, je voulais encore un dernier commentaire sur une dernière œuvre, sur la peinture qui s'appelle La blessure, Oui. que tu m'avais envoyée au début de cette année, justement, au début des événements tristes. Et je ne sais pas, j'y découvre comme une influence de Bill Kong dans quelque chose de très simple, très lumineux aussi. Voilà, je voulais juste que tu nous Je commentes suis un petit peu. honorée. Non, mais comment tu nous commentes un petit peu cette œuvre. Alors, Pourquoi tu as écoute, je décidé vais de la bien parler faire? de cette œuvre, mais après, j'aimerais bien aussi parler d'une autre, si tu D'accord, permets. bien sûr. Alors, la blessure, je ne sais pas si Fabrice peut la montrer. Je ne sais pas si je l'ai en fait. Mais oui, tu l'as. Tu l'as parce que tu Il y a l'as une grande barre dorée sur un fond bleu. tu nous l'as montré au début, elle était dans la Mais présentation. elle s'appelle Jérusalem. Non, Non, elle s'appelle La blessure.
Elle Sur fond est, Ah bleu. oui, pardon, excusez-moi. Ça y est, on elle pourra arrive. regarder Jérusalem après, si tu veux. Attendez, elle arrive. Ça y est. D'ailleurs, je dois vous dire que ce tableau, depuis que la photo a été faite, a encore un petit peu changé. Alors, écoutez, je pense qu'à tout le monde, ça vous est arrivé d'avoir une profonde blessure, quelque chose qui vous blesse vraiment. Et en même temps, il faut qu'elle devienne un don aussi, cette blessure. Ça ne peut pas rester simplement quelque chose qui vous martyrise. Donc, ce tableau, il est né un peu de cette préoccupation de comment quelque chose qui restera toujours une blessure, c'est pas, on ne va pas l'appeler autrement, peut devenir quand même quelque chose qui est de l'or, de la lumière, et quelque chose de précieux, disons quelque chose de précieux. Et donc, c'était le désir que les choses qui nous blessent, on trouve dans l'obscurité dans laquelle elles arrivent, un don précieux qui nous est fait. Merci. Belle leçon. Et quelle est l'œuvre dont tu voudrais Alors nous moi, j'aimerais parler? bien, Fabrice, si tu veux passer Auschwitz. Oui. Je vais le trouver. Voilà. Il arrive. Ça y est. Voilà. Alors, je vous montre cette peinture parce qu'en général, le titre est très décourageant et personne ne veut trop voir ça. Et j'avais envie de la revoir parce qu'en ce moment, c'est un peu le sens dans lequel je suis en train de travailler les 2 dernières toiles que je fais. Parce que maintenant, tout le monde est quand même très profondément bouleversé par tout ce qui se passe en Ukraine. Et moi, personnellement, j'ai été très bouleversée par les découvertes des charniers, à la fois ceux qui avaient précédé Babi Yar et les nouveaux charniers qu'on a découverts en Ukraine. Et je trouve que c'est, bon, à la fois c'est terrible et c'est en même temps quelque chose qui me... De quelle façon nous pouvons les voir avec cette vision d'Ézéchiel qui voit ces morts qui se redeviennent vivants, ou notre foi à la résurrection des morts. Et la toile là qu'on est en train de regarder, elle s'appelle Auschwitz parce que j'avais été très très bouleversée par la lecture d'un livre qui était traduit du yiddish, qui est écrit sur tout ce drame des camps de concentration et de ces morts qui sont partis en fumée, c'est-à-dire que j'avais jamais réalisé avant à quel point c'était terrible de ne pas pouvoir enterrer ces morts. Et c'est comme une absence qui est indélébile. Je dirais c'est... Tout ce récit était plein de cendres et de fumée et de... Enfin, bon, c'est un livre magnifique. Je voulais te poser une dernière question et puis après, je pense qu'on pourra demander à toutes les D'accord. personnes qui sont en Zoom d'ouvrir leur micro, ceux qui le désirent, pour te poser leurs questions. Sur cette dernière partie maintenant, ces derniers mois, on va dire, de ta création, maintenant tu vis, on peut le dire, une expérience de dépendance très forte aussi, et tu expliquais que tu aimais bien marcher entre deux personnes, t'appuyer sur deux personnes.
maladies, les hôpitaux, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'expérience de la création aujourd'hui dans une expérience de limite objective? Alors, bon, je trouve que j'ai eu il y a pas mal d'années une maladie hématologique, enfin un cancer qui a été soigné, puis après j'ai eu une bonne rémission, puis après j'ai vu pas mal de séjours à l'hôpital à cause de ça, mais disons que c'était comme du passé, des expériences riches, et puis maintenant j'ai un très bon traitement, je dirais, ça se passe bien du côté de l'hématologie. Mais depuis 5 ans, j'ai beaucoup plus ressenti parce que j'ai une nouvelle maladie qui est de la famille du Parkinson, c'est-à-dire je marche de plus en plus mal, il n'y a pas de traitement, euh, ça ne s'améliorera pas. Et donc j'ai perdu, avant moi j'avais une santé de fer, hein. Donc, je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Je ne m'étais jamais tellement posé la question de prendre soin de son corps. On en a entendu parler pendant le confinement à satiété. Et cette chose si précieuse, bon, quand on ne peut plus manger ou quand on ne peut plus dormir ou quand on ne peut plus marcher, ben, on se rend compte de tout ce qu'on perd. On ne se rend pas compte que tous les jours, on voit, on respire, on mange, le cœur bat. Il y a plein de choses qui marchent toutes seules, dont on ne rend pas beaucoup grâce ou dont on ne prend pas forcément beaucoup soin. Et le fait d'avoir cette chose dont je sais que ça ne se guérira pas, c'est soit on se révolte, soit on essaie de comprendre qu'est-ce qui m'est donné avec ça, qu'est-ce que je reçois de cette chose-là. Et en 2 mots, je dirais qu'on est dans une société où ce qui compte, c'est d'être autonome. Je fais tout toute seule comme je veux et je ne dépends de personne. Et on a une foi qui nous dit le contraire, qu'on appartient, qu'on dépend, qu'on reçoit. Donc, si tu veux, c'est ça que j'apprends. C'est à ça que ça me renvoie. Et si tu veux des liens avec le travail, ben, j'arrive quand même encore à travailler, donc on fait avec, on s'aperçoit de ce qui est quand même possible, mais je dirais, bon, je me souviens d'avoir dit ça il y a très très longtemps, sans savoir ce que je disais, quand saint Paul dit: «On porte un trésor dans des vases d'argile». Alors maintenant, c'est un peu plus concret pour moi, qu'on porte un trésor, on est très fragile, hein, on lâche, ça tombe, c'est comme la terre, pouf, ça se casse. Et Et merci beaucoup pour cette sincérité. ouais. Et, maintenant, je pense que quelqu'un a d'autres questions encore parce que j'aurais pu parler très longtemps, mais moi j'étais trop long déjà. Si quelqu'un a des questions, je vous propose d'ouvrir votre micro et d'en profiter maintenant, vu qu'on a Marie-Michel avec nous encore. Voilà, vous ouvrez simplement votre micro, je pense qu'il y a la possibilité de le faire. Et, allez-y. Sinon, tant que vous y pensez, je pense encore peut-être une question. Je voudrais comprendre comment toi tu as vécu un petit peu tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui où tu racontes maintenant que tu fais ce que tu peux encore faire. Mais tu as fait des vitraux aussi dans ta vie, tu as fait énormément de choses. Pour toi, c'est une expérience de continuité. L'expérience de la rencontre avec ta vocation, par exemple, c'est toujours des expériences de continuité ou c'est des expériences de rupture?
ces rencontres-là, elles portent à une rupture ou à une continuité? Enfin, je dirais pas des ruptures, hein, pas du tout. Pourquoi tu as fait du Parce que micro? ça a été une richesse de rencontres extraordinaires dont très souvent je ne me suis pas rendu compte de tout ce que, toute la chance que j'avais, de tout ce que. Alors peut-être, peut-être vous m'avez obligé là comme ça à ressortir des choses où on s'aperçoit en fait que on a reçu beaucoup, on a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Je sais pas, tu vois, après, je sais pas dire s'il y a un fil conducteur bien cohérent. Moi, je dirais que le fil conducteur, c'est la recherche d'unité qui traverse la vie. Je crois que on essaye un peu de comprendre le mystère de ce qu'on est. C'est un peu Mais, dur soi-même, mais, Marie-Michel, quand Jean-François parle de rupture, moi j'ai compris, mais c'est peut-être pas du tout ce qu'il voulait dire d'ailleurs, comment dire, des images qui se cassent, des images euh, en passant d'une chose à l'autre, il y a certainement des images que tu as, comme tu pouvais avoir une image, par exemple, de ta vocation qui aurait contraint ta liberté, et en réalité, c'était l'inverse. Ça exaltait ta liberté plutôt qu'autre chose. Alors, est-ce que, je ne sais pas si c'est ça qu'on peut appeler des ruptures, mais il y a quand même des images, des projections qui sautent, non? il y a des ruptures, si tu veux, déjà dans le travail lui-même. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si c'est à ça que tu penses, que tu veux dire, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il faut casser de. Très souvent, tu pars avec une idée, tu vois très très bien une chose, quand tu commences à la faire, ça ne marche pas. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas si ça arrive quand on écrit. Alors, l'impulsion est importante, hein, parce que sinon, on ne se mettrait pas en mouvement. Mais très souvent, il faut enfin, elle se démolit d'ailleurs, elle ne tient pas, elle ne marche pas. Alors après aussi, c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de choses qui étaient par rapport aux fractures du monde, aux choses qui étaient en petits morceaux. Je pense que Marie-Agnès voulait poser une question aussi. Micro. Peut-être pas. Mais on ne t'entend pas, Marie-Agnès. Marie-Agnès n'a pas de micro. Écrire la question dans le chat. Quelqu'un d'autre en attendant Marie-Agnès? Ah voilà, Raphaël. Oui, tu m'entends là? Coupez le micro sur l'ordinateur parce que là, ça fait trop de... Bon. Moi, je veux bien parler. Allez-y, je vous en prie, en attendant Marie-Agnès. Oui, je trouve que on se connaît bien avec Marie-Michel. Hein. Dominique est là. Et cette émission nous permet de voir le chemin. Et un chemin très puissant. Et moins les forces sont là, plus elles sont là.
Et je trouve que cette émission nous a permis de partager ça. Et j'ai l'impression que Marie-Michel continue son grand chemin de plus en plus profondément et de plus en plus puissamment. Et c'est ce qui m'est apparu ce soir. Et je trouve que c'est très fort. Tu es d'accord, Marie-Michel, que tu continues ton chemin? Tout doucement, oui. Je voulais ajouter une chose à ce qui a été dit maintenant. Marie-Michel, est-ce que parce que la chose qui frappe vraiment quand on en parler, c'est est-ce que tu te rends compte en fait, de la jeunesse que tu as? Ce qui frappe vraiment en t'entendant parler, c'est la jeunesse que tu vis maintenant. C'est-à-dire une conception de soi qui fait que n'importe quelle soit ta condition, ce que tu as raconté maintenant de ta maladie, ce qui frappe de toi, c'est la jeunesse je ne sais pas si c'est parce que le fait de savoir qui on est et la raison pour laquelle on fait les choses, mais est-ce que tu te rends compte en fait de cela, de la jeunesse que tu es en train de vivre? Moi, je ne m'en rends pas du tout compte, mais tu me rappelles que pas la première phrase, mais une des premières phrases d'Andrews, il disait « Vous deviendrez de plus en plus jeune ». Alors, bon, il nous promettait ça. C'est ça qui se passe malgré moi. Marie-Agnès, tu as résolu les problèmes techniques? Marie-Agnès, qui a des problèmes techniques, nous écrit son message. Elle nous dit qu'il y a des œuvres, des sculptures, des vitraux, des sculptures de grande taille, en marbre, des plus petites, en plâtre et en bronze, si différentes, et en même temps, il y a une unité. Tu partages cette unité entre des choses si différentes? Mais pour moi, oui, mais je comprends que de l'extérieur, ça peut sembler aller partir dans tous les sens, mais… D'accord. Mais tu vois, quelqu'un n'est pas d'accord avec ça. C'est pas passer dans tous les sens, justement, c'est la même personne qui s'exprime. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question? Profitez. Je peux? Oui, bien sûr. Marie-Michel, pour moi, l'art, entre autres, hein, ça peut être une réponse à Dieu, le fait qu'il nous parle et on répond par l'art. Est-ce que tu as vécu des expériences ou des œuvres dans lesquelles tu as vraiment eu l'impression d'une plus grande union avec Dieu en la créant? Alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde autour de toi parfois, donc, mais voilà, c'était juste s'il y avait une œuvre particulière quoi, à ce niveau-là. D'abord, je dois dire qu'il y a beaucoup de monde autour de moi quand il y a un chantier. Mais le chantier, c'est la mise en œuvre de quelque chose de maquette, tu vois. Et le travail de création est très solitaire. Je ne peux pas tellement travailler dans mon atelier avec quelqu'un qui tourne autour. Ni peindre, tu vois. Je ne pourrais pas peindre avec quelqu'un qui me regarde en train de peindre. Enfin, ce serait très, 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 très difficile. Mais ce que je ressens un peu plus maintenant, plus consciemment, c'est que là, c'est vraiment Dieu qui fait son travail. Je ne sais pas comment dire. C'est Dieu qui permet que ça arrive.
je sens beaucoup plus la dépendance des circonstances, le dialogue avec les circonstances comme une chose où il a beaucoup à voir. Et bon, ça rejoint ce que je voulais dire à Jean-François sur la dépendance, c'est de recevoir quelque chose qui est où toi tu fais, mais où, parce que bon, il faut que tu tiennes les outils, c'est pas, je veux dire, mais ça vient d'une chose que tu reçois. Oui, je voulais dire quelque chose. Oui, Dino Quartana. Oui, on a vu Marie-Michel, c'était... Baisse-toi. Pardon? Baisse-toi parce que là on voit ton ventre. Où est-ce qu'on me voit? Non, devant. Et, bon, on partage beaucoup de choses avec Marie-Michel et ça m'a fait très plaisir de la voir centrée comme ça uniquement sur le travail. Mais disons, tout ce travail qu'elle fait, elle est à l'intérieur, au cœur peut-être, de tout un ensemble innombrable d'activités et de relations. Presque tous les soirs, il y a quelque chose, des invitations, des choses. Il y a tout un ensemble de vie dans le mouvement ou autour, avec des amis et comme ça, qui pourrait peut-être, qui est difficile d'imaginer le rapport entre ce moment solitaire et au travail en compagnie des travailleurs qu'il fait et tout l'ensemble de relations, d'activités dans le mouvement, de choses qu'elle vit quotidiennement. Sa maison est un lieu de retrouvailles et tout ça à tous les niveaux. Alors voilà, je voudrais quand même souligner qu'il y a ça aussi et comment est-ce que ça l'aide ou ça l'empêche ou c'est un problème ou c'est une difficulté, voilà. Je vais répondre par une petite phrase qui m'a beaucoup plu dans le psaume de ce matin. Ça répond à la fois à Valérie et à Dino. Alors, c'est dans le psaume 146, c'était le premier psaume là, ou non, le dernier psaume de ce matin. Alors, il dit, il guérit les cœurs brisés, il soigne leurs blessures. Et puis la phrase d'après, c'est, il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il y a une espèce de grand écart comme ça. Il s'occupe de nos blessures, de tout ce qui nous fait souffrir, il nous guérit. Puis après, on passe comme ça à l'univers, il compte le nombre des étoiles et il donne un nom à chacune. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Moi, ça me plaît beaucoup. Moi, j'aurais une autre question, s'il n'y en a pas d'autres. Hein. S'il n'y en a pas d'autres gens plus lointains. Après toi, Thérèse. Hein? J'ai pas entendu, Dominique. Une question aussi, mais après toi. Alors, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'attends ce soir pour te la poser, mais ça m'a beaucoup frappé que à Rome, donc dans la chapelle des Sœurs, bon, alors je comprends que tu aies été très contente de cette commande parce que c'était intéressant. D'après ce que j'ai compris, le cahier des charges était plus que précis. Mais ces sœurs qui sont magnifiques, extraordinaires, la San Carlo, mais qui sont des bourriquettes, ont cassé le vitrail le plus beau, enfin le plus beau. Les vitraux étaient absolument magnifiques, mais vraiment, quand on les voit, on se dit, mais
Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression de presque d'une perfection dans le genre, étant donné ce qu'il fallait faire, où il fallait le mettre, etc. Et elles l'ont fichu en l'air quand même, en partie, je sais pas, en faisant je sais pas quoi, enfin bref. Peu importe, non. Mais voilà, je me dis, comment peut-on accepter que un travail comme ça, pour une raison qui dépasse l'entendement, quand on a le sentiment d'avoir fait au mieux et qu'en plus le résultat, enfin tout le monde s'exclame sur le résultat, mais tout le monde s'exclame en disant mince, elles l'ont cassé, c'est-à-dire elles l'ont divisé, elles ont je sais pas quoi faire, je sais pas d'ailleurs qui des sœurs a décidé ça, mais le résultat, ça fait un peu de peine quand même. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ah mais ce sont de saintes femmes, elles prient, bon ok. Qu'est-ce qu'on se dit pour ne pas avoir envie de les pendre par les pieds? Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer. Il se trouve que ce n'est pas uniquement les sœurs qui ont cassé le bassin, parce qu'il y a des normes en architecture. Moi, ma guerre, ce serait plutôt la férocité des normes en architecture. Alors, par rapport à la volumétrie de l'espace, il fallait qu'il y ait un certain nombre d'ouvertures ouvrables, qu'on puisse ouvrir les fenêtres. Quand on fait des grands vitraux qui font 4 mètres de haut, c'est un peu compliqué que ça donne une fenêtre qui s'ouvre. En plus, moi, j'étais, bon, déjà, j'étais plus très mobile. J'étais à Paris, j'étais pas sur le chantier tout le temps à Rome. Je suis sûre qu'un architecte génial aurait trouvé quand même la manière de traficoter les choses autrement et de trouver quelque chose pour créer d'autres ouvertures de façon à ce qu'on ait notre compte pour satisfaire les normes d'architecture qui voulaient un certain nombre de mètres carrés ouvrables. Et bon, mais moi je dois dire que ça m'a blessée. Ça arrive très souvent à la fin d'un chantier qu'on a des remords, il y a quelque chose dont on dit j'aimerais bien le refaire. Et alors ça, ça arrive très très souvent. Là, je dirais, je sais que sur Raquel, elle m'a dit, j'ai mis 3 jours avant de descendre, voir comment c'était, tellement elle n'avait pas digéré qu'on ait accepté de faire, de couper de faire à l'horizontale, de couper en 2 les vitraux de façon à ce qu'ils puissent s'ouvrir. Mais si tu veux, c'est pas complètement au sort qu'il faut s'en prendre. Et je peux même te dire, Thérèse, que Ivo Bonaparte, à qui je posais la question, elles l'ont consulté et lui, il a dit on ne peut pas faire autrement. Bon, lui aussi, il était embarqué dans l'affaire. Hein. Oui, moi, je voulais poser la question à Marie-Michel et revenir un petit peu à ce qu'avait dit Guino, la capacité en même temps de créer des choses qui te sont très personnelles et qui n'appartiennent qu'à toi, et en même temps de travailler avec beaucoup de gens, d'écouter, de pouvoir dialoguer sur ce que tu fais avant même que les choses soient finies lors de la conception. Et dans les vitraux de Vincennes, on a été très, je dirais, ta force de création nous a absolument estomaqués. J'avais déjà vu ta force physique pour avoir travaillé une semaine avec toi avec le marteau et le burin, et j'étais tétanisé. Et toi, tu faisais toute la journée. Mais là, c'est dans le processus de création de se dire, en même temps, j'arrive à écouter les autres et en même temps, je sais exactement où je veux arriver sur un processus de plusieurs années. Et ça, je trouve que, je ne sais pas d'où tu tires cette force, mais elle est incroyable. Je n'ai même pas envie de dire que ce n'est pas de ma faute. Non, mais
Parce que, tu vois, à Vincennes, j'ai trouvé que c'était… Et ça s'est passé assez souvent comme ça. C'est-à-dire, bon, il y a… Ce que je répondais à Jean-François, c'était qu'il y a une maturation des projets. Hein, ça ne vient pas tout d'un coup tout seul. Et en fait, à Vincennes, il y avait à la fois, tu vois, les maquettes, on en discutait, mais par exemple, moi, j'ai quand même été vraiment heureuse du dialogue qu'il y avait tout le temps et de la liberté, et puis de sentir qu'il y avait une confiance. C'est-à-dire, je m'étais dit à un moment donné, bon, il pourrait très bien y en avoir qui disent, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je présente un autre projet. Moi, j'ai jamais senti ça, tu vois. Mais en même temps, bon, bah, effectivement, moi, j'avais tout à fait… je voyais comment moi, je pouvais donner le mieux. Ce que je veux dire par rapport aux commandes, et ça, c'est très important, je ne l'ai pas dit, c'est dommage, c'est que ça vous fait vous dépasser. On fait des choses, par exemple, ma scène, moi, j'aurais jamais imaginé faire une affaire pareille. Quand Dominique a commencé de m'en parler, je ne me suis pas précipitée, hein, au départ. Et je ne me suis pas rendu compte vraiment au départ, je ne sais pas si toi tu t'en es rendu compte, où est-ce qu'on s'embarquait. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire de vivre des choses où finalement, en se mettant ensemble, on fait des choses que personne n'aurait imaginé être capable de faire. Dominique, Micro. Mais j'ai quand même l'impression que dans le processus de création, tu arrives à faire des choses, enfin, tu as une sûreté dans ce à quoi, par rapport au résultat qui est très, enfin, qui est une force très très forte, enfin, qui est quelque chose de très fort en toi. C'est pas, on sent pas le doute parce que quelque part, tu sais ce qui est juste et pas juste. Tu as dit, ça ne marche pas. Tu ne te poses pas des questions sans fin sur j'hésite ou pas. Voilà. Je trouve que tu as cette force-là d'aller de l'avant. Peut-être, bon, remarque qu'on peut raconter des anecdotes parce que quand j'avais fait des vitraux avant, donc tu donnes les maquettes, le verrier monte tous les vitraux. Après, il te les présente dans l'atelier, c'est-à-dire elles sont mises presque verticales devant des grandes fenêtres, donc tu les vois à leur lumière réelle. Et puis, tu peux corriger. Mais on te fait bien sentir que on peut quand même pas tout changer parce que les verres coûtent cher. Donc, bon, ça c'est une petite anecdote au passage, mais donc on peut se corriger, mais bon, enfin je sais pas. Pour moi, il y avait quand même, pour Vincennes, il y avait beaucoup de choses que je voyais assez bien partie de ma quête. J'avais l'impression de voir assez bien comment… Puis après, il y a eu toute la phase du dessin aussi qui était très importante. Mais je ne sais pas trop bien te répondre mieux. Oh non, je pense que ça a été très clair aussi dans la question. Alors là, je parle au nom de Noël Agnus qui n'arrive pas à se connecter. Alors, je lis son SMS. Je connais Marie-Michel depuis plus de 60 ans et j'ai rempli ma maison de nombreuses de ses œuvres. J'ai suivi son évolution et j'admire profondément ce qu'elle fait, comme je l'admire. Elle m'aime énormément. Voilà, c'est Noël qui a écrit ça pour toi. Mais ce n'est pas une question, ça. Non, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un témoignage. C'est trop mimi. Ah bah oui, c'est Noël. Hein. Ah bah oui, c'est Noël. Bien, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus personne qui veut poser de questions. Alors, je voulais juste dire deux choses un peu pour terminer. Reprendre une chose que Dominique a dit maintenant sur la
la certitude et la liberté qui vont ensemble et qui sont, à mon avis, un beau témoignage pour nous ce soir. Ils vont ensemble parce qu'il n'y a rien qui écrase l'autre, hein, en quelque sorte, mais ils se motivent l'un l'autre, cette certitude qui vient chez toi de ta foi, et cette liberté qui est un don qui a été fait à chacun de nous, en fait, et qui permet ce processus de création. La deuxième chose que je voulais dire, c'est un message, en fait, je voudrais le lire, que nous avons reçu dans le chat ici, mais c'est pour les personnes qui regarderont ensuite la vidéo sur YouTube. C'est Pierre qui nous écrit « J'ai 44 ans, je suis psychotique depuis 20 ans, malade de Parkinson depuis 1 an. Je trouve beaucoup d'aide dans votre témoignage, car je suis peintre et photographe. » Et ça nous fait revenir en fait un peu aux commentaires que tu as fait sur la peinture, la blessure, hein, où tu nous as parlé de la blessure comme un don qui peut devenir lumière, comme un don qui peut devenir quelque chose de précieux en fait. Je pense un peu tout ce qu'on on a eu un peu le fil rouge un peu de cette soirée, hein. Comment les circonstances t'ont permis toi-même de comprendre et t'ont permis de nous amener jusqu'à ce remerciement qu'a fait Noël juste à la fin pour ton œuvre et pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à maintenant. Et je pense que j'aimerais bien que nous restions un petit peu sur cette idée-là de cette blessure qui peut se transformer en lumière un petit peu, vu les circonstances difficiles dans lesquelles nous tous nous trouvons, quelqu'un plus, quelqu'un moins, mais qu'elle puisse devenir une source de lumière. Alors, je voulais te remercier pour ça, pour ton témoignage ce soir et pour tout ce que tes œuvres et que tu continues à nous réjouir à travers ton travail. Je pense qu'on peut arrêter ici la direct sur Facebook, mais je voudrais